Et votre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama, c'est l'économiste et historien Nicolas Bavrez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là en direct avec nous sur Boursorama. Les derniers chiffres quand même de conjoncture économique qui concernent la France, ils sont quand même un peu encourageants quand même. Je sais que vous êtes apôtre du déclinisme, mais quand même on voit les créations d'emplois sur 2016. On est au plus haut, près de 200 000 emplois créés dans le secteur privé, au plus haut depuis 10 ans. Qu'est-ce qu'on a? On a le moral des ménages, des entreprises qui est comme un niveau élevé, les marges des entreprises. On en parlait avec Pierre Gattaz qui était à votre place hier. 32%, on est revenu quasiment presque 5 ans en arrière. On avait la semaine dernière Business France, vous savez, qui nous a dit que jamais autant d'investissements étrangers, de sites se sont implantés en 2016 en France depuis 10 ans. Est-ce qu'on peut dire quand même que le quinquennat de François Hollande se termine mieux qu'il n'a commencé ou pas du tout? Alors, il se termine, oui, mieux qu'il n'a commencé, assurément. On voit que quand on fait une politique de l'offre, même si on n'a pas rendu aux entreprises l'intégralité des 45 milliards qui avaient été prélevés, ça fonctionne, c'est-à-dire que l'économie française a fort heureusement arrêté de détruire des emplois et les entreprises se sont stabilisées. Si on prend la production industrielle, par exemple, où le nombre d'usines s'est stabilisé, mais ça ne progresse pas. Et en revanche, il y a deux choses qui sont très inquiétantes. La première, c'est que si on compare avec la zone euro, aujourd'hui, la France est en queue de peloton, alors que normalement, elle faisait plutôt mieux. En termes de croissance, il y a un petit écart. La zone euro a fait 1,7% l'an dernier, nous on a fait 1,3%. On n'est pas le mauvais élève, on est un peu en dessous. Enfin, on a fait 1-1, je rappelle plutôt. C'est 1, c'est pas un 3, c'est 1. C'était 1-2 l'an dernier. C'est 1. Alors 1 contre 1,7, effectivement, c'est comme ça fait quand même un gros écart. Quand on regarde le chômage, il est passé en 2 ans dans la zone euro de 12,2 à 9,6. Nous, on est autour de 10. Quand on regarde surtout on a un énorme problème de déficit commercial et de commerce extérieur avec des chiffres calamiteux pour janvier. 8 milliards, l'an dernier 48 milliards d'euros de déficit. Je rappelle que la zone euro, elle dégage un excédent commercial de plus de 250 milliards d'euros. Si on enlève l'Allemagne, et puis enfin il y a le déficit. Si on enlève l'Allemagne, c'est biaisé par les chiffres de l'Allemagne, on sait aussi. Alors l'Allemagne fait partie évidemment de la zone euro. Et quand on regarde le déficit, on est à 3,4% alors que la zone euro est à 1,7%. Et sur la dette publique à 96% alors que la zone euro est à 90% de dette publique. Mais pareil, si on enlève à chaque fois l'Allemagne, je sais que l'Allemagne c'est la première économie, mais si on enlève l'Allemagne de la zone euro, on est quand même plus proche des autres, non? Fort heureusement, il n'y a pas que l'Allemagne qui va bien dans la zone euro. Prenons les Pays-Bas qui viennent d'avoir aussi une élection importante. Les Pays-Bas, c'est 2,1% de croissance, un taux de chômage de 5%, 65% de dette publique. Donc c'est un pays qui va bien sur le plan économique. Et d'ailleurs, ça a été un des éléments de résistance à la poussée populiste du Parti de la Liberté de Geert Wilders. C'est ce qui explique d'ailleurs justement qu'il n'ait pas réussi à percer justement Geert Wilders, parce que on ne peut pas comparer la situation française et hollandaise. Non, c'est aussi ce qu'on peut dire sur aujourd'hui, il faut faire attention, les élections de la Sarre qui ont vu l'AfD en Allemagne faire un score très décevant pour elle de 6%. Quand on regarde en fait la poussée de l'extrême droite, il y a 3 grandes raisons. Il y a une première raison qui est la situation économique, donc les problèmes de croissance, de chômage et de pauvreté. Il y a une deuxième raison qui est les troubles identitaires et l'opposition à l'immigration. Et enfin, il y a l'opposition à l'Europe et à la mondialisation ou à la société ouverte en général. Ce sont ces 3 facteurs. C'est vrai que la France a les 3 facteurs de risque. Les 3, alors que pour le coup, les Pays-Bas... Alors que les Pays-Bas ou l'Allemagne n'ont pas le facteur de risque économique, puisque ce sont des pays qui vont bien sur le plan économique. En quoi est-ce que cette élection présidentielle est, selon vous, je le sais, l'élection, pour vous, c'est l'élection de la dernière chance, mais on peut dire qu'avec des taux qui sont peut-être durablement bas, même s'ils ont un peu monté, on le sait depuis quelques mois, les taux à 10 ans sur les obligations de l'État français, ça peut encore durer 5 ans de plus si on reste avec des taux à 1, 1,5%, 2% sur le 10 ans? Alors je crois que là encore, il ne faut pas réduire les choses uniquement aux problèmes de dette, même s'ils sont sérieux. Ce qui est frappant, pourquoi est-ce que c'est l'élection de la dernière chance? À mon avis, pour 3 raisons. D'abord parce qu'il y a une accélération de la crise française, une accélération de la crise économique, comme on l'a vu avec le fait qu'on est maintenant en queue de peloton de la zone euro. Mais même si on prend par exemple le PIB par habitant, donc la richesse par habitant, c'est stable sur les 10 dernières années. Maintenant, on est au 28e rang mondial.
Donc quand on pense que la France est un pays riche... Parce qu'on a une démographie qui est plus et surtout, mais positive, parce qui est qu'on n'a positive pas de par rapport... croissance, surtout. C'est quand même un énorme problème. La croissance, elle était de 5,8% dans les années 60. Elle est de 0,5% dans les années 2010. Donc il y a quand même un effondrement de la croissance qui est très préoccupant. Mais surtout, il y a une accélération de la crise sociale et de la crise nationale. Il y a une montée de la violence, il y a une fragmentation de la société française. La France est aussi le 3e pays le plus touché par le nombre des victimes de terrorisme en dehors des zones de guerre. Et donc, il y a une dégradation également du système politique. Le Front National est devenu le premier parti de France. Et on a une élection quand même très singulière où on pourrait ne pas avoir de représentants des Républicains et du Parti socialiste au 2e tour de l'élection présidentielle. C'est aussi la première fois que le président sortant ne peut pas se représenter tellement son bilan est accablant. Et c'est la première fois aussi peut-être que les 2 candidats qui seront au second tour de l'élection présidentielle pourraient ne pas avoir de majorité. Pourraient, avec une assez forte probabilité, ne pas avoir de majorité à l'Assemblée nationale. Donc vous voyez qu'il y a tous ces facteurs de risque qui vont au-delà de l'économie et qui font, pour parler clair, qu'il y a aujourd'hui un risque France. Et là où vous avez raison, c'est que... Au-delà du risque Marine Le Pen, qui fait peur parce qu'il y a le Frexit, il y a la sortie de l'euro, c'est-à-dire que même si elle n'est pas élue, Marine Le Pen, il y a toujours un risque France. En quoi est-ce que la France est un danger pour l'économie mondiale ? Alors la France est un danger pour l'économie mondiale pour 2 raisons. Donc il y a un risque spécifique attaché à Madame Le Pen, qui est le risque de la sortie de l'euro, de ce que les marchés appellent le Frexit. Et donc ça, c'est un risque énorme. Pourquoi ? Parce que ça entraînerait une dévaluation extrêmement forte pour la France, une explosion de la dette publique qui augmenterait entre 300 et 450 milliards d'euros et vraisemblablement un défaut français. Pourquoi est-ce qu'un défaut français est un énorme problème ? Parce que donc d'abord, il y aurait l'explosion de la zone euro, mais la dette française, c'est 2147 milliards d'euros. La dette grecque, qui a quand même mis beaucoup de 320 milliards. La faillite de Lehman Brothers, dont on sait ce qu'elle a provoqué en 2008, le 15 septembre 2008, c'était 600 milliards de dollars. Donc, ça donne... Et le mécanisme européen qui permet de réassurer les problèmes bancaires... 700-800 milliards d'euros. C'est 900 milliards d'euros. On en a engagé 450 milliards sur les pays dits périphériques. Donc, il n'y a pas assez d'argent pour sauver la France, quoi. Il n'y a pas assez d'argent pour sauver la France. Et même si l'Allemagne se mobilisait pour le faire, elle ne le peut pas. Donc, la France est un pays qui est systémique. C'est encore la 6e économie mondiale, c'est la 2e économie de la zone euro. Si ce pays et si la dette française devait être attaquée, eh bien, on se retrouve avec non seulement un énorme problème sur la zone euro et sur l'Europe, mais un vrai problème à l'échelle de la planète. Donc, d'où l'attention extrême portée à cette élection partout dans le monde, et d'où également le fait que les marchés, aujourd'hui, cotent le risque France. Et il y a 2 manières de le coter. On s'aperçoit qu'il y a une décote sur les actions françaises par rapport à la qualité de ces entreprises. Et puis on s'aperçoit qu'il y a ce qu'on appelle un spread, donc un écart de taux qui se creuse qui s'est un peu réduit avec l'Allemagne, qui s'est un peu réduit parce qu'à tort ou à raison, les marchés pensent aujourd'hui que le risque d'une victoire de Mme Le Pen s'est un peu réduit et à mon avis, il se trompe. Et donc, voilà la circonstance. Il y a une dernière chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette élection se déroule à l'ombre portée du vote du Brexit et de l'élection de Donald Trump. Donc il y a aussi quelque chose... Le système électoral français, le scrutin n'est pas le même non plus en France. Scrutin uninominal à 2 tours, majoritaire. Alors on va y revenir, mais ce qui est tout à fait... en tout cas, beaucoup de gens dans le monde s'attendent à ce que la France soit le prochain domino à tomber. Et donc la prochaine victime des populismes. Et il y a un énorme enjeu là autour, parce qu'à l'inverse, les choses pourraient se retourner et la France pourrait donner un signal extrêmement positif si c'était un candidat réformiste qui devait l'emporter et que la mécanique des réformes se mette en route. Mais pour ça, il faut avoir un leader, il faut avoir un projet, un programme sérieux, il faut une majorité, comme vous l'avez rappelé, et puis il faut une méthode pour traiter les problèmes du pays. On va en parler de ça, mais juste, même si bien compris, même si Marine Le Pen n'est pas élue, ne passe pas, il y a toujours ce risque France qui est là, qui est lié, parce que la France est systémique. La France est systémique, et par ailleurs, il faut bien voir... Mais elle est toujours, même sans sortie de l'euro, elle reste systémique ?
elle reste... Je ne suis pas sûr que tout le monde ait bien compris cette idée. Elle reste évidemment systémique parce que même si elle reste dans l'euro, la dette, elle est toujours là. Les 2147 milliards d'euros. Oui, mais la BCE veille au grain et qu'elle fera tout pour que les taux d'intérêt ne remontent pas trop vite, comme elle l'a fait jusqu'à présent, avec succès d'ailleurs. Je rappelle que la remontée des taux d'intérêt, elle n'est pas venue des banques centrales, elle est venue des marchés à la suite de l'élection de Donald Trump. Pourquoi? Parce que la régulation des économies développées, comme on le voit avec le Royaume-Uni et les États-Unis, est en train de changer. À partir du moment où on a une politique qui devient une politique nationaliste, protectionniste, à partir du moment où ces pays vont créer de l'inflation, du déficit, et revenir à des formes de régulation qu'on avait connues dans les années 70, l'attitude des marchés est en train de changer complètement. C'est-à-dire que le risque n'est plus la déflation, le risque est l'inflation. Et quand il y a un risque d'inflation, eh bien, les taux d'intérêt montent. Et les taux d'intérêt à long terme ne sont pas déterminés par les banques centrales. Et donc, ce qui est très important aussi... Ils le sont maintenant parce qu'il y a le QE, parce qu'en Europe, il y a le quantitative easing. Oui, mais sur le jour où on en sortira... Sur le court terme, pas sur le long terme. Et ce qui est vrai, c'est que l'attention extrême qu'aujourd'hui le monde entier porte à l'élection de la France, à cause effectivement de ce caractère décisif pour la France, mais aussi pour la zone euro et pour l'avenir des démocraties face à la pression des populistes, fait que aujourd'hui, dans le monde entier, on radiographie notre pays. Et on a en même temps une carte très précise de ses faiblesses et de ses risques. Et cette carte, elle va continuer à exister dans la tête des dirigeants politiques, économiques, et des acteurs des marchés, même après l'élection. C'est plus un risque économique ou financier, la France? Le risque français, c'est plus un risque économique ou financier, ou les deux? Les deux, puisque il va de soi que la bonne manière de rembourser la dette, c'est d'avoir de la croissance qui génère de l'activité, des rentrées fiscales, et ça permet, à partir de ce moment-là, premièrement, d'avoir des citoyens qui vont mieux, et deuxièmement, d'avoir des rentrées fiscales stables et pas artificielles pour stabiliser puis rembourser la dette. Bon. Donc le lien entre les deux, il est absolument direct. Donc on a bien, c'est ça le problème français, si vous voulez, c'est l'espèce de carré infernal, une croissance très faible, un chômage, 6,6 millions de gens, un chômage de masse qui est enquisté depuis les années dans 6 millions 600 000, vous prenez aussi dedans ceux qui travaillent à temps partiel, etc. Si vous voulez, il y a beaucoup de gens qui demandent, qui cherchent, et on a quand même maintenant 10% de la population, 15% de la population qui est complètement en dehors du marché du travail et qui ne vit plus que d'activités d'économie clandestine ou de transfert de l'État-providence. Et les deux autres aspects, c'est le déficit commercial, la perte de compétitivité, 2,2% de déficit, et là encore structurel. Et enfin, les finances publiques, on l'a rappelé, 3,4% de déficit, 96% de dette publique. Donc c'est ce carré infernal qu'il faut arriver à interrompre et à retourner. Et d'une certaine manière, c'est un moment de très grand risque, mais c'est un moment de très grande chance. Pourquoi? Parce que la France est aujourd'hui le meilleur cas de retournement du monde développé quand on compare ses performances très médiocres avec ses atouts. C'est ça qui est rageant, c'est qu'on voit ce déclin. Et autre chose rageante, c'est que les remèdes sont parfaitement connus. D'ailleurs, on les retrouve dans un certain nombre de programmes des candidats réformistes. Les grandes têtes de chapitre sont à peu près les mêmes, sur la production, sur la flexibilité du marché du travail, sur l'éducation, sur le fait de limiter les dépenses publiques et de réduire le nombre d'emplois publics. Et puis, enfin, très important, d'améliorer la sécurité. Mais pour l'instant, on n'arrive pas à réunir les conditions qui ont été réunies ailleurs, c'est-à-dire le leadership, l'explication, un mandat clair des citoyens, le projet et la méthode. Et la troisième occasion, c'est ce que j'indiquais, c'est que après le vote du Brexit et l'élection de Donald Trump, si au lieu d'être le troisième domino à tomber, la France donne un signal responsable, elle crée une nouvelle donne, évidemment pour elle, mais aussi pour la zone euro et pour l'Europe. On fête quand même le 60e anniversaire du traité de Rome dans des conditions extrêmement difficiles, voire sinistres. On a en même temps ce cycle électoral européen qui peut être à haut risque, mais qui peut aussi être positif si on a des dirigeants responsables qui incarnent aujourd'hui, parce qu'on a compris que, c'est votre thèse depuis toujours, il faut une thérapie de choc pour enrayer ce déclin, sauf qu'a priori, le candidat qui propose la rupture la plus forte, François Fillon, n'est plus a priori aujourd'hui, enfin
va laisser l'élection se passer, mais en situation de gagner, ça ne vous a pas échappé qu'il y a quand même 8 points d'écart avec le numéro 2. La dynamique, en tout cas, la dynamique n'est pas de son côté aujourd'hui. On est quand même à moins d'un mois de l'élection. Même à supposer qu'il gagne, François Fillon, ce qui est improbable aujourd'hui, il serait affaibli au pouvoir. Vous le savez bien. La logique de l'élection. Il aurait le leadership, il aurait. Revient, et c'est ça qui est pour intéressant. Mettre en place comme vous l'avez dit, il y a des obstacles chez nous au populisme qui viennent notamment du mode de scrutin. Mais il n'empêche que la logique de cette élection, on a 2 candidats utopistes, M. Hamon et M. Mélenchon, et ensuite 2 candidats réformistes, Emmanuel Macron, François Fillon, et une candidate populiste qui est Marine Le Pen. Et la logique de l'élection, qui est d'ailleurs celle qui figure dans le programme de Mme Le Pen, c'est une opposition entre les réformistes et les populistes. Non pas entre les patriotes et les mondialistes, comme elle le dit, mais entre les réformistes et les populistes. Donc, à partir du moment où on a une très forte chance que Mme Le Pen soit au second tour de l'élection présidentielle, parce que je pense que les sondages la sous-estiment plutôt pour des raisons structurelles, c'est-à-dire qu'on interroge plutôt des gens de la France incluse que des gens de la France périphérique, eh bien, il faudra de toute manière une forme de rassemblement des candidats réformistes pour l'emporter face à la candidate du Front National. Et cette élection sera sans doute beaucoup plus serrée que ce que beaucoup de gens croient. En tout cas, elle n'aura rien à voir avec l'élection de 2002. Et si ce rassemblement doit se faire, eh bien, il faudra discuter évidemment des grandes réformes, sachant que les chantiers sont à peu près identifiés de la même manière par les 2 candidats réformistes. Il faudra discuter sans doute de la manière de construire une majorité et surtout de la façon d'appliquer les réformes ensuite. On voit Marine Le Pen là à l'antenne. Électoralement, par le mode de scrutin, son arrivée au pouvoir est freinée justement par le scrutin majoritaire à 2 tours. Mais vous l'avez écrit, je ne sais pas dans quoi je vous ai lu, vous disiez que sociologiquement, le terrain était fertile pour son arrivée au pouvoir. Oui, parce que, comme je le rappelais, la France, malheureusement, présente tous les facteurs de risque, le problème économique, le problème du déclassement d'une partie de la population, le doute identitaire, et puis également un doute de plus en plus important vis-à-vis de l'Europe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit par beaucoup de signaux et beaucoup d'enquêtes, on voit cette espèce de grand fossé qui se creuse entre une France du cœur, le cœur des grandes villes, une partie des gens qui sont tout à fait performants dans la mondialisation, et puis une France périphérique, qui est la France de la désindustrialisation, qui est la France du monde rural, qui est la France d'un certain nombre de petites villes ou de villages qui sont aujourd'hui frappés de plein fouet par le déclassement social et par l'effondrement économique. Donc ça ressemble incontestablement à ce qui s'est passé au Royaume-Uni avec le Brexit ou aux États-Unis avec l'élection de Donald Trump. Il reste une grande différence, comme vous l'avez rappelé, c'est le mode de scrutin. Donc le vote, dernier rempart, c'est ça ? Le vote du Brexit, c'était un référendum un jour. L'élection américaine, ça se joue aussi en un jour. Nous avons d'une manière générale un cycle électoral beaucoup plus compliqué puisque finalement c'est une élection à 8 tours. Nous avons eu les primaires de la droite, les primaires de la gauche. Nous avons dans un mois l'élection présidentielle et nous aurons ensuite l'élection législative. Et là où il faut arriver à conjurer il faut maintenant absolument arriver à faire les réformes parce que sinon, si elle n'est pas élue en 2017, Marine Le Pen aura quasiment élection gagnée en 2022. C'est pour ça aussi que c'est la dernière chance. Et pour faire les réformes, il faut réunir les conditions dans une élection qui se passe de manière extrêmement inattendue et pénible pour les citoyens. Sans parler des vrais Mais sujets, il faut d'ailleurs. essayer justement de faire vaille que vaille émerger un leader qui soit un leader crédible. Emmanuel Macron, pour l'instant, une celui qui est donné majorité. vainqueur par les sondages, c'est Emmanuel Macron. Mais pardon, vous qui appréciez les réformes radicales, on avait Pierre Gattaz, encore une fois, je vous le disais, qui était assis à votre place. Il n'avait pas l'air convaincu. Il le reçoit aujourd'hui, le MEDEF reçoit aujourd'hui les 3 principaux candidats, en tête, Emmanuel Macron, François Fillon et Marine Le Pen. Il n'était pas convaincu encore par son programme. Il a dit qu'il y a beaucoup d'incertitudes encore. Il le trouve assez timide sur les finances publiques, sur la retraite. Non, mais Emmanuel Macron, c'est une aventure absolument extraordinaire. Il y a évidemment des zones de fragilité très importantes sur le candidat, sur vous son satisfaisez programme de... et sur
sa capacité à trouver une majorité. Mais ça peut être aussi ça la solution, c'est-à-dire qu'il faudra qu'Emmanuel Macron, s'il est élu président de la République, trouve une majorité. Cette majorité ne pourra pas résulter simplement du mouvement En Marche. Donc, pardon, c'est un autre sujet. Moi, on va en parler aussi de la majorité derrière au niveau des législatives. C'est sur son programme. Quand on compare le programme de François Fillon et Emmanuel Macron, c'est pas tout à fait la même chose. Vous qui dites à chaque fois il faut une thérapie de choc pour réveiller la France. Il y a un programme qui est une thérapie. Vous ne pouvez pas y retrouver vos petits. Il y a une thérapie de choc qui est celle de François Fillon. Et puis, il y a sur laquelle il revient un petit peu, vous avez vu, une médecine, il a fait marche arrière sur plein de trucs. Une médecine douce, si je puis dire, ou une méthode gradualiste, qui est quand même celle qui a systématiquement échoué dans les dernières décennies et qui est du côté d'Emmanuel Macron. D'une manière générale, un des effets de cette campagne délétère, c'est que tous, aujourd'hui, multiplient des dépenses nouvelles, dont on ne voit pas trop comment elles sont aujourd'hui financées. Dans le programme d'Emmanuel Macron, il y a 70 milliards de dépenses nouvelles, il y a 15 milliards de recettes nouvelles et puis 10 milliards d'économies réelles par rapport aux 50 qui sont annoncées. Mais le compte n'est pas du tout. Donc il y a un trou de 45 milliards d'euros. Donc cette campagne se passe de fait de manière extrêmement problématique parce que le débat a beaucoup de peine à se nouer sur le fond compte tenu de la pression des affaires, et puis et parce que il y a une pression de la démagogie et du populisme qui fait que les candidats réformistes et raisonnables ont beaucoup de peine à rester sur cette ligne-là et sont invités à donner des gages. Mais à vous écouter, on finit là-dessus, Nicolas Bavrez, le programme d'Emmanuel Macron n'est pas à la hauteur des enjeux, des défis de la France, et c'est pas ça qui va... C'est pas le programme de choc, c'est le Doliprane, je veux dire, pour relever, pour sortir la France de l'ornière. Oui, simplement, comme je l'indiquais, le programme d'Emmanuel Macron sera sans doute amené à évoluer s'il doit trouver une majorité au Parlement. Entre l'élection présidentielle et l'élection législative. Oui. C'est pour ça que prenons bien en compte ce cycle électoral très particulier. Parce que vous anticipez peut-être une vague bleue, pour le coup, une vague républicaine au niveau des législatives. Pas forcément une vague bleue, mais si le mouvement En Marche à 200 députés, ce serait déjà un résultat remarquable. Mais il se trouve qu'il y a 577 députés, donc il faudra de toute manière en trouver 100 ailleurs, à gauche ou à droite, ou peut-être des deux côtés, chez des modérés des deux côtés, pour trouver et constituer une majorité. Et soit on fait des majorités de circonstances, texte par texte, ce sera très instable, d'autant que la possibilité d'utiliser le 49.3 a été limitée par la réforme constitutionnelle voulue par Nicolas Sarkozy. Donc les majorités de circonstances, texte après texte, ce sera très coûteux et très difficile à obtenir. Soit on essaye, ce qui n'est pas du tout dans la philosophie française, mais c'est peut-être une occasion unique de le faire, de faire ce qu'on fait en Allemagne, c'est-à-dire un espèce d'accord, de pacte, de coalition pour une législature en privilégiant 10 grands chantiers dont on sait qu'ils sont aujourd'hui bien connus et absolument vitaux pour remettre notre pays d'aplomb. Dont on discutera entre la présidentielle et les législatives. On peut en discuter. Parce qu'on n'en parlera pas avant. C'est le sujet qu'on abordera après le second tour. On peut en discuter entre les deux tours, on peut en discuter avant les législatives, on peut en discuter après les législatives en fonction du rapport de force qui émergera et du verdict des urnes. Bon voilà, merci à vous. Merci d'avoir été notre invité. Je rappelle votre livre, Chronique du déni français, on le voit, aux éditions Albin Michel et signé Nicolas Bavrez. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir.